Bonsoir, merci de votre présence. Nous sommes là ce soir pour parler d'un sujet qui est la sécurité dans le futur. Vous êtes tous des entrepreneurs, vous êtes les forces vives des Hauts-de-Seine. Et en tant qu'entrepreneur, eh bien, vous savez qu'il n'y a pas d'entreprise sans liberté et il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et à Courbevoie, on a beaucoup d'entrepreneurs. Vous avez cité les autres exemples, c'est vrai. À Courbevoie, on croit à l'entreprise. On l'aide au maximum. On a des bonnes entreprises. C'est vrai qu'on a des tours sur la défense, mais on a aussi notre tissu de PME, PMI, c'est ça qui nous intéresse pour nous. Et on essaie d'avoir la sécurité. On a été dans les villes de plus de 50 000 habitants, la première ville nommée pour la sécurité. Alors, le club Seine Business Club, très rapidement, c'est un club d'une cinquantaine de chefs d'entreprise basé à Courbevoie, La Garenne-Colombes, Colombes, Boiscaux. Donc nous sommes plutôt situés dans le 92 Nord. Nous avons 3 grands conférenciers ce soir. Les chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent vivre normalement leur activité, il leur faut être en sécurité. La première des libertés, c'est la sécurité et elle s'impose à tous. Moi, je vois quand même des grands défis pour lesquels il nous faut vraiment être très présents. J'ai fait 40 et quelques années de carrière, j'ai vu vraiment se déformer l'acte d'enquête. Auparavant, je ne dis pas que c'était simple, mais il s'agissait d'interroger, de faire des perquisitions, etc. Aujourd'hui, c'est tout juste si vous ne faites pas un livre de droit à chaque fois, une procédure qui est très épaisse, etc. Chaque fois, on a compliqué les choses. Il faut se dire quand même que la police nationale, la gendarmerie nationale, les polices municipales sont tellement sollicitées qu'il nous faut trouver un complément avec les sociétés de sécurité privée. C'est très valorisant de travailler en société privée de surveillance dans des pays comme le Danemark ou la Suède. Chez nous, c'est un petit peu regardé de haut. Alors qu'avec les milliers de personnes dont on va avoir besoin pour essayer d'assurer au mieux la sécurité au moment des Jeux Olympiques et déjà pour le championnat, la Coupe du Monde de rugby, l'année prochaine, on a besoin des sociétés privées de surveillance. D'autre part, dans la vie de tous les jours, de plus en plus, on va recourir, dans le domaine des entreprises, vous savez le faire, à des sociétés privées de sécurité. Et ça, c'est un vrai défi pour demain. Tandis que maintenant, vous avez un terroriste, souvent, il veut se suicider. Donc, au contraire, il vient s'exposer. Donc, ça, il a fallu changer toutes nos méthodes d'intervention. Auparavant, c'était la négociation, etc. Maintenant, c'est pas ça. C'est le primo-arrivant. Il faut que le premier arrivé, pratiquement, de policier, je parle, il ait pratiquement les armes qu'il faut, puisque des trucs comme des massacres comme le Bataclan, c'est un mort toutes les 15 secondes. Donc, si vous êtes policier, il faut arrêter de raisonner en termes d'unités spécialisées, comme on le faisait avec le RAID ou le GIGN, pour ce qui concerne les gendarmes. Il nous faut que, alors peut-être pas le premier intervenant policier qui risque de faire une erreur sans le vouloir, il va tirer sur quelqu'un qui a une ceinture d'explosifs et il va faire plus de morts que le terroriste lui-même. Donc il nous faut que des équipes comme, pour ceux qui connaissent, les BAC, les brigades anticriminalité, ou les psychs chez les gendarmes, des gens qui interviennent dans les 5 minutes, soient en mesure, alors il faut les former, et puis il faut leur donner des armes lourdes. On voit apparaître également d'autres formes de terroristes qui, sous un air très sympathique, d'écolo, etc., très, très, très pacifiste, qui font vraiment, qui constituent des vrais dangers pour demain, parce que ces gens-là sont des gens, on ne peut pas leur en vouloir, qui ont une vocation vraiment, ils se croient tenus de sauver le monde, et pour sauver le monde, ils sont prêts à attenter à la vie de bien des personnes autour d'eux. Maintenant, 9 fois sur 10, quand on m'appelle, c'est parce qu'un petit jeune s'est laissé avoir, hameçonné par les réseaux sociaux. Il faut à tout prix arrêter avec cet anonymat qui est dévastateur. Il faut redonner un sens aux policiers. C'est-à-dire que quand j'allais voir Charles, qu'on avait des problèmes par exemple sur le campus de Nanterre, il connaissait tout le monde. Le gardien, jusqu'à la femme de ménage, etc.
le chef des étudiants, etc. Et on arrivait à résoudre des problèmes comme ça. Et aujourd'hui, peut-être que les chefs de service, hein, parce que tous les ans, je vais à l'école des commissaires de police pour avoir un échange vraiment direct avec nos jeunes collègues, hein, vous avez malheureusement la tentation de tout de suite aller à l'ordinateur plutôt que d'aller discuter au poste de police avec les gens qui ont fait la nuit et qui ont été confrontés aux problèmes. D'aller voir le maire, c'est très important. Hein, d'aller voir les commerçants du quartier qui ont des problèmes avec les clochards, etc., etc. Donc ça, c'est une dimension humaine qui est essentielle, à mon avis. Un délit sur deux, dans peu de temps, sera du domaine de la cybercriminalité. Donc on a intérêt à anticiper, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a un petit peu de retard à l'allumage. Longtemps avec la justice, parce que on arrive maintenant à un point de crispation qu'on n'a pas connu à notre époque. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce sont deux institutions, pas qui s'affrontent, mais qui se bagarrent quand même un petit peu. Les rapports ne sont pas aussi mauvais qu'on peut le dire. Mais il y a un problème. Il y a un problème, et il faut l'aborder de manière très directe. Il y a une politisation de la part d'une partie de la magistrature qui se refuse à jouer le jeu du code pénal tel qu'il existe. Quand je suis arrivé à Bobigny, par exemple, responsable du parquet mineur, j'ai été accueilli par le président du tribunal pour enfants, que je connaissais depuis ma prime jeunesse, et qui me dit « J'espère que tu as bien conscience que tu vas assumer un rôle politique. » Et je lui dis « Non, pour moi, juger, ce n'est pas un acte politique. Juger, je suis un serviteur du droit. Je ne suis pas non plus un serviteur de la morale. » C'est-à-dire que mon guide permanent, c'est le respect du code de procédure pénale et le respect du code pénal. Nous sommes le 24e pays de l'Union européenne sur 28, s'agissant du nombre de juges pour 100 000 habitants. On a 15 places au tribunal correctionnel pour les comparaisons immédiates. Ce qui veut dire que sur les 100 appels qu'il va avoir, il va falloir qu'il choisisse 15 places. Mais les gens ne vont pas être jugés tout de suite. Avec cette impression que le fait de ne pas être jugé tout de suite vous donne qu'il n'y a pas de sanction en réalité. Et vous me direz-vous, alors le reste? Eh bien le reste, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les députés, toutes tendances confondues, viennent vous dire il faut faire des peines alternatives, il faut aménager les peines, nous n'avons pas la possibilité de faire autant de prisons, donc il faut que le magistrat donne la priorité à des peines aménageables. Et la loi récente, la nouvelle loi récente, impose aux magistrats de prévoir l'aménagement de la peine lorsque celle-ci est inférieure à 1 an. Il ne peut d'ailleurs pas prononcer de peine ferme exécutable en dessous d'1 mois. Il y a un premier défi, c'est celui de la délinquance des mineurs. Les gardiens m'ont dit, écoutez, on a des jeunes gens de 16-17 ans, ils sont en prison pour des faits graves, mais ils nous posent beaucoup de problèmes parce qu'ils ont un problème médical très important. Et à un moment donné, j'ai dit que le médical n'avait malheureusement pas pu trouver sa place complète parce qu'il manque des pédopsychiatres et qu'on demandait parfois au pénal de remplacer le médical. Et pas de structure médicale pour les enfants de 16-17 ans qui avaient des graves problèmes psychologiques. Et il y avait des violences terribles dans ces prisons, des violences terribles. Alors, le problème des mineurs, inéluctablement, pose le problème parental. Il faut peut-être que le Conseil constitutionnel prenne en compte la réalité du terrain. On peut suspendre les allocations municipales qui sont données par les maires. Deuxièmement, il y a un article du Code pénal qui permet de mettre en cause la responsabilité parentale. Il y a un deuxième défi, c'est évidemment le terrorisme. Quand j'ai été affecté d'ailleurs aux affaires terroristes, je suis allé voir un de mes collègues qui était spécialisé en matière de terrorisme basque. Et je lui ai dit, écoute, je viens d'avoir la prise de fonction de la 16e chambre et on va me donner les affaires terroristes basques, corses et islamistes. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et il m'a dit, écoute, ne joue pas au cow-boy. Si ça tient, tu condamnes. Mais ne cherche pas à faire tenir une affaire qui juridiquement ne tient pas. Tu laisses passer.
tu relaxes s'il faut. Mais si tu joues au cow-boy, tu te mets en risque. Tu n'auras aucun problème si tu respectes le droit. Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est le principe de la démocratie en même temps. Voilà. Je dois vous dire d'ailleurs que parfois, à titre anecdotique, il m'est arrivé, président de la 16e chambre, de dire à un prévenu, « Monsieur, le tribunal vous relaxe, c'est-à-dire vous acquitte. » Et lui, très content, quittant la salle, arrivant à la porte de sortie, je lui dis « Monsieur », il se retourne, « Monsieur, ne recommencez pas. » C'est-à-dire que nous n'avions aucune illusion sur le fait qu'il avait commis un délit. Mais nous n'avions pas les éléments juridiques permettant la condamnation. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Nous ne faisons pas de la morale, nous ne faisons pas de la philosophie, nous faisons du droit. Et parfois, le droit, c'est effectivement une décision qui peut choquer celui qui ne connaît pas le domaine du droit. Il y a un troisième défi, c'est tout ce qui concerne le trafic des stupéfiants. Et effectivement, il y a un nouveau défi, enfin nouveau, pas si nouveau que ça, mais auquel on s'est attaché, qu'on a découvert, et pour lequel il va falloir réagir au niveau des magistrats pour en former des spécialistes véritablement pointus, c'est la cybercriminalité. Et ça, c'est intéressant aussi quand on commence à réfléchir un petit peu à tout ce qui va toucher au domaine cyber, c'est l'influence. Et cette influence, elle s'exerce dans les différentes dimensions. Donc évidemment, les dimensions diplomatiques, militaires, économiques, du grand classique, entre guillemets, mais aussi, et ça c'est bien souligné dans justement cette revue nationale stratégique, les dimensions culturelles, sportives, linguistiques et informationnelles. Je vais peut-être faire un panorama rapide en m'appuyant de tout ce qui touche au cyber au sein du ministère des Armées, en m'appuyant sur la revue nationale stratégique, donc, qui est un document officiel qui est sorti et écrit par le SGDSN, donc le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, rattaché au Premier ministre, et en fait qui rappelle les intérêts nationaux de sécurité de la France, à savoir la protection du territoire national, la sécurité des États en application des traités par lesquels nous sommes liés, la stabilité de notre voisinage, compte tenu des répercussions immédiates que toute crise qui émergerait pourrait avoir sur notre propre territoire, métropolitain comme ultramarin, et la liberté d'accès aux espaces communs, dont le cyberespace, mais aussi le spatial et les espaces aéromaritimes. Parce que justement, c'est là où il y a tout un tas de menaces, et c'est là où, en fait, où aujourd'hui, on observe des menaces, des vulnérabilités, et effectivement, il y a tout un champ d'action à avoir. Donc on retrouve un certain nombre de fonctions stratégiques, comme tout ce qui était la connaissance, la compréhension, l'anticipation, la dissuasion, la protection, la résilience, la prévention, l'intervention, mais il y a quelque chose de nouveau, parce que toutes ces stratégies hybrides, en fait, elles exploitent la difficulté en particulier pour les États occidentaux, puisque on regarde ce qui nous intéresse, ça exploite notre difficulté à apporter des réponses efficaces, compatibles avec le respect des engagements, traités et principes politiques au fondement de l'ordre international. Donc pour conclure ce tableau, force est de constater que l'espace numérique est devenu un enjeu de puissance, de souveraineté, et qu'au-delà de ce constat, il va falloir aussi voir comment on peut construire la souveraineté numérique. Comme disait un peu Einstein, on ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Donc il va falloir imaginer de nouvelles solutions et s'organiser différemment pour arriver à contrecarrer ces différentes menaces. La disponibilité des matières premières, c'est un élément clé. Ça pose la question de la sécurité de leur approvisionnement. Et typiquement, on peut évidemment avoir des politiques de stockage, mais on peut aussi avoir, et il faudrait développer une filière de recyclage adaptée pour avoir des marges de manœuvre. Il y a aussi, et on en parle beaucoup en ce moment, la capacité de conception et de fabrication de composants clés. Puisque là aussi, la sécurité de leur approvisionnement, on le sent aujourd'hui tous les jours, y compris il n'y a pas que dans les matériels militaires, mais on le sent dans les matériels de monsieur et madame tout le monde. Et en fait, ça repose la question de redévelopper un certain nombre de capacités nationales ou européennes, et on revient sur l'aspect européen, dans ce domaine, et également une politique de stock stratégique. Si je regarde maintenant les réseaux, alors, l'Ukraine, elle a montré l'apport des satellites avec Musk, qui a donné 25 000 terminaux. Mais en fait, les satellites, si d'un seul coup, leur accès est interdit ou s'ils sont détruits, parce que l'espace est devenu un sujet de tension et de concurrence militaire, il n'y a plus de communication spatiale. Et on revient au basique. Et en fait, le basique, c'est quoi ? C'est les infrastructures physiques. Et l'intégrité des câbles sous-marins terrestres, les fibres, les poteaux, les antennes, a montré la vulnérabilité et donc l'importance de leur sécurisation.
Mais en fait, le virtuel, il marche parce qu'il y a du tangible, du vrai physique. Hein. Et le physique, c'est quoi? C'est un câble qui court, vous regardez, hein, à côté de chez vous. Hein. Soit il court à 2-3 mètres en hauteur, au niveau des poteaux, soit il est dans la terre, et en général, dans la terre, il est à moins de 50 cm. Hein. Donc un coup de pelleteuse, ou alors un mec qui creuse et puis qui coupe, hein, c'est ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans, en région parisienne à plusieurs endroits. Un coup de scie sauteuse, paf, 30 secondes, le mec se barre, et puis en attendant, il y a plus personne qui a Internet. Quand je dis il n'y a plus personne, ça veut dire y compris les opérateurs d'importance vitale. Il faut se poser la question de la nécessité d'un réseau résilient, protégé et qui serait dédié aux opérations d'importance vitale de l'État. En s'inspirant de ce qui a été fait dans le domaine de l'énergie, on pourrait adapter un peu des organisations qui existent dans le domaine de l'énergie, on pourrait les adapter au numérique avec un peu un triptyque gouverner, réguler, administrer. C'est qu'il faut qu'il y ait une ambition politique forte, mais aussi il faut qu'il y ait une ambition qui soit après assumée dans la durée. C'est une décennie, c'est 10-15 ans. Hein. Et avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient ministères, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient mairies. Alors, l'organisateur de cette soirée, c'est le Seine Business Club, qui est une organisation très riche. Et parmi ses richesses, elle compte David Saillant, qui gère la société Commande, qui a préparé une vidéo qui va nous montrer, qui va nous permettre de visualiser la sécurité dans la ville de demain. Et il paraît que la ville de demain, on appelle ça une smart city. Vous saviez ça, vous? Moi, non. Voilà, donc si vous pouviez lancer la vidéo de David, ça serait formidable. La qualité de vie et la sécurité sont des piliers du concept de la Smart City. Si la vidéoprotection fait désormais partie du paysage urbain, l'intégration de solutions audio est devenue incontournable. Lorsque l'on associe la vidéoprotection à un poste d'appel d'urgence, la fonction supplémentaire de l'audio augmente le niveau d'efficacité de la sécurité. Grâce au développement de l'intelligence artificielle, l'analyse des sons de la ville est de plus en plus précise. Ces systèmes de nouvelle génération sont capables de distinguer des bruits suspects, comme des coups de feu ou des explosions. Ce sont des bruits spécifiques qui déclenchent des alertes auprès de la police. Guidés par l'Europe, mais aussi par l'OMS, de nombreuses villes tentent de mettre en place un plan de management du bruit, dont l'un des aspects de ce plan consiste à mesurer le bruit. En matière d'innovation, les assistants vocaux numériques offrent aux écrans d'information que l'on retrouve dans les transports et à proximité des principaux points de passage, la possibilité d'interagir grâce à l'intelligence artificielle dans plusieurs langues pour guider les touristes étrangers. La ville intelligente de demain sera plus sûre, moins bruyante et plus agile. Messieurs, merci. Merci mon général. Merci monsieur l'agent. Mes très chers conférenciers, vraiment merci beaucoup. Vraiment merci. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir.